Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pendant laquelle nous allons parler du mode de traitement des objets dans une négociation. Il existe deux grandes familles, les deals que l'on fait au niveau global, dans lequel on négocie simultanément tous les paramètres, et les deals que l'on fait de façon linéaire, soit parce qu'il y a une obligation chronologique, soit parce que les parties s'organisent en ayant besoin de faire les choses les unes après les autres. Présenté comme ça peut vous paraître anodin, mais comme vous allez le voir, c'est essentiel dans toutes les négociations. Et en fin de vidéo, nous allons l'illustrer avec ce qui se passe sur le Brexit. Dans les approches linéaires, chronologiques ou point par point, on va avoir tendance à traiter les points de négociation les uns après les autres, et donc quelque part sans créer un lien entre eux en termes de possibilité de concession contrepartie. Regardons par exemple l'approche linéaire sur la négociation des traités de paix. Dans un premier temps, la première étape, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. Dans un deuxième temps, peut-être que la deuxième étape, c'est d'obtenir le désarmement des parties en neutralisant les armes lourdes ou les armes les plus offensives ou les plus répandues. Dans un troisième temps, par exemple, on pourrait discuter de l'échange des prisonniers pour s'assurer que chacun retourne vivre dans son pays en liberté. Voilà un exemple où il est difficile de faire autrement qu'une approche séquentielle qui est guidée par une approche chronologique. Vous voulez d'abord vous assurer que la partie avec laquelle vous discutez respecte la première étape avant de faire la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Dans le monde des affaires, cette approche est réellement utilisée quand vous allez relire un contrat. Vous verrez qu'avec nos amis les juristes, nous relisons les contrats en commençant par la page 1, article 1, et nous terminons à la page 70, article 212. Et tous les points du contrat sont liés, mais les gens les approchent un par un pour les relire et s'assurer que tout va bien. L'avantage des approches séquentielles, c'est que mine de rien, ce sont les plus simples. On fait un point, après on fait l'autre, et très occasionnellement, on mixe un petit peu, par exemple, le prix et le volume pour faire quelque chose qui se tienne dans une mini-globalisation sur un ou deux paramètres. L'approche globale, c'est ce que vous connaissez par exemple quand les gens font un lien entre le prix d'une prestation et le volume des prestations. Il va y avoir finalement une matrice qui va lier les deux et qui va permettre de mélanger les termes, donc on ne pourra pas déterminer le prix sans connaître le volume et inversement. Ça paraît assez naturel sur des choses simples comme celle-là, mais imaginons que vous ayez un contrat dans lequel vous ayez un prix, un volume, mais également un transfert de technologie et une délocalisation d'une partie de vos équipes pour aller produire à l'étranger la prestation que vous avez promise. À ce moment-là, vous voyez, il commence à y avoir énormément de personnes impliquées dans la discussion. Vous avez les gens responsables du secret, de la connaissance, du savoir-faire de la société, des brevets. Vous avez les gens responsables de la production, ceux responsables des RH. Et finalement, le prix est un des paramètres parmi d'autres dans la négociation. Dans ce cas-là, il devient beaucoup plus compliqué de faire des deals globaux parce que les personnes responsables de chaque domaine d'activité, on pourrait les appeler une boîte d'activité, un côté péjoratif permettrait de les appeler le silo de leur domaine, ces gens-là vont souhaiter contrôler la négociation à leur échelle. L'avantage des approches point par point, c'est évidemment que c'est intellectuellement plus simple. L'avantage des approches globales, c'est que évidemment, intellectuellement, on sent qu'on va créer quelque chose de plus équilibré. L'inconvénient des approches de point par point, c'est que la simplicité ne s'applique pas à certaines circonstances et que par exemple, vous ne pouvez pas réduire à une succession linéaire ou chronologique ou en silo la résolution de certains deals. L'inconvénient de la méthode globale, c'est qu'on finit par échanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres à travers des jeux de concession contrepartie qui passent d'une boîte à l'autre, qui passent d'un silo à l'autre. Et ça demande énormément de maîtrise du fond du dossier et de maîtrise de négociation pour arriver à faire des accords finalement équilibrés. Donc vous le voyez, les deux méthodes sont intéressantes. Les deux méthodes sont généralement appliquées par les négociateurs en fonction des circonstances et particulièrement en fonction de leurs habitudes. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience que les deux méthodes existent et que la bonne méthode, c'est souvent celle qui se plie aux circonstances et qui est également la méthode choisie par votre interlocuteur. Car un scénario catastrophique en négociation, c'est quand l'une des parties est en point par point et quand l'autre est en global. Approche globale ou approche point par point, comment les négociateurs du Brexit s'en sortent-ils ? Les paramètres du Brexit regroupent des sujets qui sont liés plutôt à l'humain, d'autres plutôt liés à l'économie, d'autres liés à la finance, certains à la culture, d'autres à la recherche et également bien sûr à la défense. Comment les parties se débrouillent-elles pour les traiter ? Eh bien, vous avez deux modes d'approche totalement différents. Vous avez les Britanniques qui veulent un accord global, un accord qui leur permet de savoir comment leur pays va fonctionner avec le Brexit. De leur point de vue, ça se comprend. Et de l'autre côté, vous avez les Européens. Et les Européens, eux, sont plus dans la recherche d'un accord séquentiel, un accord par silo, un accord par domaine de compétence ou domaine de décideur.
D'un côté, Madame Theresa May est décisionnaire moyennant l'autorité limitée qu'on lui connaît grâce à son Parlement, ce qui est plus un point positif pour elle de négociation, car l'autorité limitée, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, lui permet de revenir en arrière si besoin. D'un autre côté, vous avez un négociateur européen qui s'appelle M. Michel Barnier et l'ensemble de ses équipes, qui sont au service de nombreuses administrations, nombreux groupes d'études, et de tous les gouvernements et de tous les décideurs de la Commission européenne et du Parlement européen. Pour eux, le sujet est beaucoup trop compliqué, il leur faut un découpage par silo. Et c'est cette différence de méthode, bien plus importante que la différence d'opinion sur tel ou tel paramètre, qui bloque les négociations et qui semble les bloquer maintenant de façon durable. Car je ne vois pas ni comment l'Europe ni comment le Royaume-Uni peuvent modifier leur façon d'approcher la négociation. Et tant qu'ils n'auront pas le même mode de traitement des objets, soit séquentiel, soit global, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord. Ce qui voudrait dire que, à défaut, nous aurions un Brexit dans lequel les parties n'auraient pas trouvé un accord global. Si tel est le scénario, l'étape suivante, ce sera que les accords se feront effectivement comme les Européens le souhaitent, c'est-à-dire en point, par segment, car devant l'absence d'accord complet, les Britanniques seront obligés par la force des choses de négocier les accords point par point. Dans vos expériences, vous avez certainement noté ces différences de traitement entre le point par point et le global. En conclusion, vous le comprenez, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur la méthode de traitement des objets dans la négociation. Globaux ou point par point, ou un mix micro, global et point par point sur certains sujets. Des petites boîtes dans lesquelles on arriverait à se mettre d'accord sur un ensemble de paramètres qui font des jeux de concession-contrepartie entre eux. Et que votre négociation soit simple ou que votre négociation soit complexe, il est essentiel que vous vous mettiez d'accord avec votre interlocuteur sur le mode de traitement. Car la plupart des désaccords surgissent d'abord parce que les gens ne sont pas d'accord sur la façon de traiter les paramètres, et ensuite, évidemment, il leur est encore plus difficile de s'accorder sur la valeur de chacun des paramètres et de pouvoir se livrer à des jeux de concession-contrepartie acceptables. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt.